Salut à tous, c'est Sylvain du podcast Au fait c'est quoi? À l'heure où nous enregistrons ce podcast, il est précisément 11h18. Et qu'est-ce qu'il m'est arrivé ce matin comme galère? Je mangeais ma tartine, je mets le petit beurre, la confiture de Mirabelle, vous commencez à me connaître, et là la tartine tombe. Et là vous allez vous dire de quel côté est tombée la tartine? Évidemment du côté du beurre et de la confiture. C'est la célèbre loi de Murphy. Alors on en parlait avec Thierry. Dans le fond, je sais ce que c'est cette loi, mais pas vraiment. Mais au fait, Thierry, c'est quoi la loi de Murphy? Salut Sylvain, salut tout le monde. Eh ben tu vois, moi je me fais pas de tartines beurrées, je me fais des tartines au Nutella et comme ça je suis pas embêté. Euh, donc on Ça va tombera parler du côté du Nutella, Thierry. Hein. On connaît quand même. exactement. Et effectivement, l'objectif est pas de faire un cours de physique parce que pour la tartine beurrée ça s'explique par des lois physiques, mais c'est pas l'objectif. C'est effectivement comme tu disais de parler de la loi de Murphy. Donc comme on fait d'habitude, hein, déjà une petite définition simple. La loi de Murphy, donc c'est un adage populaire qui exprime une forme de fatalisme et de pessimisme humoristique. Et elle est le plus souvent résumée par l'énoncé suivant, qui est tout ce qui est susceptible d'aller mal ira mal, tout simplement. Ok. Ouais, là, j'avais pas forcément cette nuance-là, tu vois. C'était plutôt, il peut y arriver un peu cette poisse et ça va forcément aller du mauvais côté. Ok, tout ce qui est susceptible d'aller mal ira mal. C'est pas super positif comme loi au final. Alors non, et tu vas voir, c'est en fait il y a une double explication par rapport à ça. Je parlais que c'était un adage, juste parce que personnellement je le savais pas. Un adage, en fait, c'est une maxime courte qui exprime une vérité ou un principe de portée générale. Voilà, on en a fini avec les définitions. Vous pouvez vous remettre assis, on va arrêter de vous donner mal au crâne. Donc Ok. déjà, quand on parle de la loi de Murphy, et tu en as certainement déjà entendu parler, il y a un synonyme courant, on parle de la loi de Murphy ou bien de la loi de l'emmerdement maximum ou la Non. loi de l'emmerdement maximal. T'as jamais entendu parler? Écoute, pas du tout. Sincèrement, pas du tout. Alors, ça décrit bien cette loi, mais alors peut-être que je l'ai entendu et que c'est pas resté, mais non, je découvre. Donc, l'exemple typique, bah, c'est celui que tu as donné, hein, de la tartine beurrée, j'y reviens pas du coup. Et donc, en fait, il faut savoir, et ça je dois avouer, je le savais pas du tout, c'est en préparant l'épisode, que la loi, elle tire son nom en fait d'un ingénieur aérospatial, donc on n'est pas là pour déconner, un certain Edward A. Murphy Jr., qui à la fin des années 1940 a énoncé du coup cette loi, en sachant que l'énoncé original, il a été prononcé après l'échec d'une expérience due à un câblage incorrect par un assistant. Ok. Et donc cet énoncé était plus précis et quand même moins fataliste, puisqu'il disait s'il y a plus d'une façon de faire quelque chose et que l'une d'elles conduit à un désastre, alors il y aura quelqu'un pour le faire de cette façon. D'accord. Ouais, c'est limite énervé de se dire je monte l'expérience. Il y a à un endroit et à un moment de la chaîne quelque chose qui ne va pas. Et donc, forcément, derrière, ça peut générer un désastre. C'est un peu un parallèle avec le syndrome de Vasa. Je sais pas si tu connais, qui était De nom. un bateau suédois qui s'appelait le Vasa et pour lequel, tout pareil, ils avaient décidé de décomposer la construction en plusieurs étapes et malheureusement, bah, ils n'ont pas bien collaboré, bien communiqué et donc une des étapes en fait a généré au naufrage. Alors c'est un peu différent, mais dans l'esprit, Non, je non, trouve que ça se rapproche. c'est clairement dans l'idée, tu vas voir dans une minute, une autre manière de tourner cette loi par rapport à l'exemple qui était donné donc pour on va dire le créateur, c'est de dire si ce gars a la moindre possibilité de faire une erreur, il la fera. Ok, Donc c'est pour ça qu'il y a super le là, en fait. côté humoriste de dire bon en gros pour faire simple, si ça peut être la merde, ça va être la merde, mais tu vas voir qu'au niveau de l'utilisation,
petit peu différent et c'est pas forcément fataliste, c'est plus de la prévoyance. Ok, donc en gros, Eddie Murphy, notre célèbre, notre célèbre ingénieur aérospatial américain, à ne pas confondre Edward, on peut le diminuer, on peut le enfin, l'appeler Eddie. Dans l'absolu, ça devait être le cas, qui n'est pas l'humoriste, hein, bien évidemment. Donc là, tu nous dis, voilà, exactement. Donc en gros, est-ce que tu peux nous parler de l'aspect humoristique et philosophique? Oui, parce que donc du coup, en fait, comme je disais, la loi de Murphy, elle fonctionne à deux niveaux principaux. Donc l'un est humoristique, l'autre, c'est le principe de gestion des risques. Et du coup, là, on est sur un aspect très sérieux. Donc, l'aspect humoristique et philosophique, donc le fatalisme, c'est l'aspect le plus connu. Et puis du coup, la loi, elle permet en fait de dédramatiser. Donc quand il y a des choses qui tournent mal, hein, l'exemple de nouveau de la tartine qui tombe du côté beurré, le bus qui part juste devant nous, etc. Invoquer la loi de Murphy, c'est une manière de rire de sa malchance et de la facilité des contretemps. Et puis, ça permet d'exprimer également un sentiment universel. Ça capture le sentiment que l'univers semble conspirer contre nous, surtout quand on est pressé et que l'enjeu est important. Donc, c'est l'idée que statistiquement, les événements fâcheux semblent se produire en série. Et puis ça nous est tous plus ou moins arrivé une fois. Tu sais, tu as un rendez-vous, tu as un horaire à respecter, et là, tu lances une machine F8, tu fais tomber tes clés. Et souvent, en fait, c'est peut-être même de la précipitation et puis une envie de tellement bien faire qu'on en arrive à être maladroit, mais on se dit, c'est pas possible, il y a tout qui m'arrive aujourd'hui, quoi. Oui, je vais justement donner des exemples qui remplaceront en fait les anecdotes, mais ça sera comme des anecdotes justement où quand j'ai préparé ça, tu vas voir qu'il y a des cas où ça t'est forcément arrivé. Ok. Ensuite, il y a l'aspect pratique, donc beaucoup plus sérieux, professionnel, qui correspond donc à la gestion des risques. En fait, la loi de Murphy, elle fonctionne donc à deux niveaux principaux. L'un est humoristique, comme on l'a dit, donc l'autre, le principe de gestion des risques. Et dans ce cas-là, forcément, on est sur un côté très sérieux. Mhm. Et dans ce cas-là, en fait, au niveau donc de la gestion, pardon, au niveau de la gestion des risques, en fait, ça réside donc. Pardon, je suis en train de me perdre dans le conducteur pour être tout à fait honnête avec nos auditeurs. C'est en fait le principe de conception sûre. C'est-à-dire que l'ingénieur, il l'a formulé initialement donc pour insister sur la nécessité de concevoir des systèmes à l'épreuve des erreurs. C'est-à-dire, pour prendre un exemple concret, si une pièce peut être mal montée, elle sera mal montée. Sous-entendu, ça arrivera forcément un jour. Et donc la solution, c'est donc de rendre le montage impossible de la mauvaise manière, par exemple en utilisant des détrompeurs. Ok, donc c'est vraiment se dire, il y a une infime possibilité qu'elle soit mal montée. Un jour, quoi qu'il arrive, ça arrivera. Donc on met en place des sécurités pour que ça n'arrive pas. Exactement. Ok. Et donc, c'est lié à ce que tu dis de l'anticipation proactive. Au lieu d'accepter le pire, d'accepter le risque, je ne sais pas si toi, tu as déjà eu le cas dans ton domaine professionnel de faire de la gestion de risque. Donc après, tu l'acceptes ou pas, tu le mitiges, etc. Et du coup, on utilise la loi comme un outil d'audit, donc de contrôle. Ça force les planificateurs et les ingénieurs à se demander quelle est la pire chose qui pourrait arriver à telle et telle étape. Et en identifiant les faiblesses, même improbables, comme tu disais, à ce moment-là, on peut mettre en place des mesures préventives, des redondances ou des plans de secours, plans de contingence, etc. Dans des entreprises, un exemple typique, c'est de dire, OK, j'ai absolument besoin d'Internet, je prends une ligne chez l'opérateur historique en France, mais supposons que l'opérateur historique, pendant 48 heures, il ne fournit plus d'Internet. C'est extrêmement peu probable, mais si malheureusement ça arriverait, ce serait critique. Donc, on va prendre une deuxième ligne chez un opérateur. Ouais. Ça va être dans les hôpitaux d'avoir des systèmes de secours au niveau électricité. Imagine un service des urgences. Ouais. Exactement. Imagine un service des urgences où il n'y a plus d'électricité, où pendant une opération, d'un coup, il y a une coupure électrique et ils sont dans le noir, pour prendre des cas tout bêtes.
Mais dans ce cas-là, de toute façon, je pense que c'est important de se dire qu'est-ce qui peut tourner mal. Juste en préambule, mais pour l'exemple, tu sais, la coupure qu'il y a eu en Espagne ou au Portugal, qui avait quasiment Absolument. immobilisé deux pays. Bon, malheureusement, le pire s'est produit et tout un tas de facteurs se sont cumulés. Mais effectivement, dans ces cas-là, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on peut faire si ça se cumule pour que ça pète? Comment nous, on peut faire en sorte que ça ne se reproduise pas, concrètement? Exactement. Donc c'est pour ça qu'il y a un côté marrant comme on le connaît historiquement dans nos vies Oui, de tous les jours. Mais donc et ça je le savais pas du tout. C'est en préparant. En fait, c'est un concept et une loi vraiment réelle qui est très important pour ensuite mettre en place des tests, de la politique de non-régression, tous ces genres de choses pour justement se poser la question du pire et donc éviter que ça arrive. ok. En tout cas, très beau rattrapage, Thierry. Pour la peine, je ne couperai pas au montage. On laissera cette petite bafouille. Hein. C'est le direct hein, aussi, même si c'est enregistré, mais on fait ça en une seule prise. Absolument. Donc, Thierry, là, tu nous disais qu'il y aurait, je sais que les anecdotes, quelqu'un nous en a parlé, ça commence à être la rébellion s'il n'y en a pas. Donc, on va essayer de ne pas trop les zapper. En tout cas, tu vas nous donner quelques exemples célèbres pour aujourd'hui. Oui, qui feront office d'anecdote, hein, parce que c'est le même principe. Donc, c'est de donner quelques exemples sur le coup-là humoristique de la loi de Murphy. Le premier que je vais donner, c'est le trajet pressé. Quand vous êtes en retard pour un rendez-vous important, tu as tous les feux de circulation qui passent au rouge et si tu arrives juste au moment où le train, le bus, il ferme ses portes, ça m'est arrivé il y a quelques semaines et j'imagine que toi, évidemment, quand tu es pressé et que tu as les feux tout le temps au rouge, ça t'est Ouais, forcément arrivé. ouais. Et là, tu rages. Là, tu Et- t'énerves. Exactement. La panne d'équipement, l'imprimante qui tombe en panne ou le logiciel plante, unique, évidemment, le jour où tu es sur le point d'imprimer ou d'enregistrer un document essentiel à la dernière minute. Évidemment, ça ne plante jamais, sauf quand c'est absolument critique. Exactement. Ça, c'est Un, sûr. Ça nous est tous arrivé. un autre exemple très typique, c'est les files d'attente. Euh, la file d'attente que tu choisis au supermarché ou à la banque ou n'importe où est toujours celle qui avance le plus lentement. Et parce Et qu'évidemment, la personne qui est devant toi, elle a un problème complexe ou tu es toujours devant la personne qui décide de payer en liquide avec ses petites pièces une par une. Et puis que tu regardes la caisse qui est à côté, et puis eux, par contre, ça circule très vite. Puis tu dis, c'est bien, je vais changer de fil. Et comme par hasard, ça s'inverse. c'est toujours comme ça. Tu sais, il y a peu de personnes, tu dis je prends celle-là, et puis finalement il y a un article qui a pas de code barre, et puis la personne dit attendez, faut que j'appelle. Vous êtes sûr que vous le voulez? Oui, j'ai absolument besoin de cet article qui n'est pas du tout utile, et donc il faut aller envoyer quelqu'un. Ouais, je vois. Et puis t'as le même genre sur l'autoroute, dans les bouchons. Ah bah ça. Bien qu'il Et y a des études qui montrent qu'on est focalisé en fait sur le fait de se dire que notre voie va plus lentement que les autres, mais que quand on regarde, en moyenne, la circulation se fluidifie quand même plutôt de la même manière et demande aux gens de se fixer sur une voiture qui est à côté et de vérifier si on est toujours devant ou derrière et qu'on peut être surpris. Bon, ça c'est Mais un non, petit... non, mais t'as entièrement raison. Et j'avais vu aussi une étude qui disait le parc automobile, si tu mets ne serait-ce que 10% de voitures autonomes, qui elles donc ne changeront pas de voie sans arrêt, ou sinon à raison, on supprimerait les bouchons. Je suis pas convaincu qu'on les supprimera en tant que tels, mais je suis convaincu qu'on les baisserait méchamment. Donc c'est des choses aussi des fois qui sont prouvées. Hein. Là c'est des ressentis. Euh, mais effectivement, voilà, comme tu dis. Et puis le dernier exemple, c'est l'exemple de la pluie. Tu laves ta voiture ou bien tu prévois une sortie en plein air. Et évidemment, c'est précisément ce jour-là où il se met à pleuvoir, comme par hasard, même si à nouveau, quand tu regardes, en fait, si tu prends un peu de recul, tu aperçois que non, c'est pas comme par hasard ce jour-là, c'est très fréquent. Mais à nouveau, c'est l'impression qu'on a. Et donc, on va parler de la loi de Murphy. Oui, et puis tu as la peur de ça, donc tu es vraiment à l'affût de la moindre information, de la moindre variation, donc ça joue énormément. Ok, bah écoute, très très bien, merci Thierry. Est-ce que tu as d'autres éléments peut-être ou est-ce qu'on peut passer au générique pour les différentes infos complémentaires? Très Eh bon ben, épisode en tout cas, honnêtement. Je connaissais, mais j'ai vraiment découvert pas mal de choses. non, on va passer à ce moment-là au générique et puis comment nous retrouver.
Et c'est Sylvain du podcast Au fait c'est quoi? Comme d'habitude, je vais vous parler de X, anciennement Twitter, géré demain de maître par Thierry. Là, il nous propose d'anciens épisodes. Je like, je retweet, j'essaye de partager. Merci à toi Thierry pour ce travail. Je te laisse présenter la suite de nos réseaux. Eh ben avec plaisir. Et puis dans tous les cas, si vous aimez nos épisodes et que vous voulez en écouter encore plus, le plus simple c'est de vous rendre sur notre site internet www.auffaitc'estquoi.fr, puisque vous allez retrouver les liens de notre podcast en fonction de votre application préférée, le lien vers notre chaîne YouTube, notre compte X, anciennement Twitter, notre page Facebook, etc., etc. Je suis en train de me battre avec l'indexation des pages parce que tous nos épisodes ne se retrouvent pas sur Google, donc je suis en train de chercher pourquoi. Ok. Et puis également, sur notre site internet, c'est vrai que je le dis jamais, mais tout simplement, vous avez aussi la liste de nos épisodes, donc vous pouvez les parcourir. Je dois être honnête, même nous, des fois, on redécouvre des épisodes parce qu'on a fait et puis on s'en souvient plus. On est quand même au numéro, je crois, 120 actuellement ou 121. Vous voyez, je sais même plus où est-ce qu'on en est. Et du coup, pensez également à consulter les notes de l'épisode puisque vous pourrez obtenir les liens vers notre page Buy Me a Coffee si vous souhaitez nous soutenir financièrement et puis le lien vers notre serveur Discord pour discuter entre vous et avec nous. Merci à tous. Et juste pour finir, pour la petite anecdote, cette semaine, on a parlé avec Thierry d'un épisode. Thierry m'a dit ce serait bien qu'on le fasse. Et je lui dis, on l'a déjà fait ça. Et après moult vérifications, pas du tout. Donc vous voyez comme quoi parfois, j'étais persuadé. Donc on va vous le faire cet épisode. Je ne vous dis pas quoi. Ce sera la surprise. En tout cas, et également Sylvain. Oui. Non, Sylvain, je me permets de t'interrompre encore parce qu'on en a parlé et comme ça, on le fait à la toute fin de l'épisode. Comme ça, c'est vraiment pour ceux qui nous suivent jusqu'au bout. Dans le dernier épisode sur le numéro de sécurité sociale, c'est vrai. On s'était posé la question de qu'est-ce qui se passait dans le cas où il y avait un changement de sexe. Oui, je devais te le rappeler, j'ai zappé. Alors, voilà, comment ça se passe? Donc, du coup, en fait, s'il y a un changement d'état civil, donc une fois que la modification de la mention du sexe a été officiellement enregistrée sur l'acte de naissance ou suite à une décision du tribunal judiciaire dans notre cas, à ce moment-là, il y a une mise à jour qui est faite au niveau de l'INSEE. Donc, pour rappel, c'est eux qui gèrent le numéro de sécurité sociale. Et donc, en fait, c'est répercuté. Donc, ça veut dire qu'effectivement, pour les personnes qui changent de sexe, elles se retrouvent bien à avoir un numéro de sécurité sociale qui change. Donc, ça veut dire que le premier chiffre, le 1 ou le 2, dans l'absolu, ne reste pas à vie. Le numéro de sécurité sociale peut changer dans le cadre de changement de sexe d'une personne. Très bien. Merci beaucoup en tout cas pour cette précision. Très bonne journée, très bon dimanche pour nous et à plus dans le bus. À bientôt. Salut.